Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live consacré donc à la loi sur l'immigration. Maître Lugienne, je vous laisse vous présenter. Écoutez, moi je suis donc avocate spécialisée en droit des étrangers et droit d'asile. J'ai pu commenter cette loi asile-immigration, regarder un petit peu dans les grandes lignes ce que ça a changé concrètement pour les personnes. Et donc je pourrais expliquer un petit peu ce qui va changer et vous expliquer pourquoi en fait finalement on a eu une censure du Conseil constitutionnel et les suites qui vont être apportées je pense prochainement. Donc l'obligation de quitter le territoire français, c'est une décision du préfet qui oblige les personnes à devoir quitter le territoire. Cette obligation de quitter le territoire français, avant, au bout d'un an, elle était inapplicable. L'État avait un an pour obliger la personne à quitter le territoire. Donc elle pouvait placer la personne en centre de rétention administrative, la renvoyer dans son pays ou la placer en assignation à résidence jusqu'à ce qu'un avion soit disponible pour la renvoyer pendant un an. Maintenant, ce délai, il est passé à 3 ans. Ce délai, il implique aussi que pendant 3 ans, maintenant, la personne ne peut plus déposer de demande de titre de séjour. Pareil sur les demandes, par exemple, de renouvellement de carte de résident ou première demande de carte de résident ou des titres de séjour pluriannuels, donc sur plusieurs années. Maintenant, on demande un test de langue de français. Pluriannuel, c'est un test de niveau primaire et les cartes de résidence, c'est un test de niveau de lycéen. Ça veut dire que les personnes qui ont des cartes de 10 ans depuis X années vont être obligées de passer ces tests-là. Donc vraiment, c'est quelque chose qui touche tous les étrangers. Mais concrètement, comment ça se passe au final pour une personne qui était là depuis longtemps et qui maintenant justement va devoir passer par là? Moi, j'ai des personnes qui ont peur. Déjà, des personnes qui ne sont pas au courant. Et finalement, des personnes qui ont peur, il y a plein de petites choses qui sont passées dans cette loi asile-immigration qui sont vraiment horribles. La délation systématique, par exemple, quand il y a des condamnations pénales. Avant, c'était pas le cas. Ça se faisait, mais c'était pas formellement écrit dans les textes. Il va y avoir des OQTF, par exemple, avant. Pour tout un tas de personnes, on avait une protection qui était mise en place. Par exemple, on ne pouvait pas donner d'OQTF français à des parents d'enfants scolarisés, à des personnes qui étaient là depuis plus de 20 ans. Maintenant, elles sont sujettes potentiellement à recevoir des OQTF. Donc, le Conseil constitutionnel a censuré une bonne partie. Qu'est-ce qui nous en reste au final concrètement? Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Qu'est-ce que les gens doivent retenir aujourd'hui de ce qui est resté? Sur les métiers en tension, par exemple. Donc, sur les métiers en tension, donc, on n'aura plus besoin du kit employeur. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de demander à son employeur de nous fournir tout un tas de documents. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'avant, on avait des employeurs qui étaient très réticents. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. On a aussi un temps de présence qui est fixé donc, à 3 ans. Il faut prouver que la personne est en France depuis 3 ans. Donc 3 ans sur le territoire. Et des fiches de paye sur 12 mois consécutifs ou non dans les 2 ans précédant le dépôt. Il y a encore des incertitudes sur cette notion de métier en tension qui a été vraiment l'argument phare en fait, du gouvernement. Cette mesure, elle est applicable jusque fin 2026. La deuxième nouveauté, c'est qu'une personne, par exemple, qui fait une demande de titre de séjour au titre des attaches en France, des attaches familiales, par exemple, le préfet aura la possibilité de choisir si la personne, par exemple, ne remplit pas à ses yeux les conditions pour une demande de titre de séjour vie privée familiale, on pourra basculer vers un titre de séjour travail sans même que la personne l'ait demandé. C'est ce qu'ils appellent le système de titre de séjour 360. C'est, si vous voulez, les points, on va dire, positifs de cette loi. Après, pour tout le reste, ça a été que des points négatifs parce qu'on a restreint énormément. Malgré la censure, et le Conseil constitutionnel a censuré aux 3/4 la loi, mais malgré ça, il y a quand même des points négatifs. C'est ça qui fait peur aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de réponse définitive sur cette loi. Pour moi, ils vont peut-être, potentiellement, la redéposer telle qu'elle. S'agissant de la question, vous savez, des demandes d'asile, dites-nous un petit peu là-dessus. Alors en termes d'asile, la seule chose positive qu'on peut ressortir de tout ça, c'est qu'avant, si vous voulez, le parcours d'asile était très compliqué. Les demandeurs d'asile, quand ils arrivaient en France, ils appelaient un numéro de téléphone qui répondait une fois sur 30. Ensuite, on les orientait vers une structure où ils pouvaient avoir une attestation de demande d'asile. Ensuite, ils devaient se rendre à la préfecture pour faire enregistrer leur demande d'asile auprès de l'OFPRA, leur donner un fascicule, et ensuite, ils devaient renvoyer leur fascicule à l'OFPRA avant d'être convoqués pour un entretien. Et oui. Aujourd'hui, la seule mesure qui, je dirais, est positive, c'est qu'on va avoir des centres, des pôles territoriaux qu'on appelle
Asile. Donc, dans ces pôles-là, on va avoir tout au même endroit. C'est-à-dire que les personnes vont pouvoir enregistrer leur demande d'asile, obtenir l'ouverture de leurs droits, puisqu'en tant que demandeurs d'asile, ils ont la possibilité d'avoir un hébergement et d'avoir une aide aux demandeurs d'asile, pour même faire la demande tout de suite et la compléter par la suite. Donc on aura vraiment tout de centralisé et ça, c'est une bonne chose. Pour le reste, l'asile, en fait, quasiment toute la partie de la loi asile-immigration sur la partie asile a été votée. Qu'on aura plus de cas où les personnes ne pourront pas avoir justement ces droits aux filles ouverts. Ils ont étendu ces cas-là, il y en avait 4, maintenant on passe à 10. On va avoir aussi la possibilité pour les personnes qui quittent leur lieu d'hébergement de saisir, en fait les lieux d'hébergement vont pouvoir informer l'OFPRA qui pourra clôturer leur demande. Donc ce sera aux demandeurs d'asile de réouvrir leur dossier dans les 9 mois. On va avoir la généralisation des procédures à juge unique. Donc ça veut dire qu'avant, à la CNDA, donc c'est l'instance d'appel quand on n'a pas eu la décision à l'OFPRA, on avait la possibilité d'avoir un magistrat et 2 assesseurs, un du Conseil d'État, qui était nommé par le Conseil d'État, et un par le Haut Commissariat aux réfugiés. Là, on aura un magistrat qui va poser toutes les questions. Et après, la dernière chose importante à retenir en matière d'asile, ça va être sur les retraits de statut. Maintenant, il va être possible, donc les retraits de statut, ça se faisait déjà. La seule chose, c'est que maintenant, par exemple, quand on fait un retrait de protection subsidiaire, donc les personnes qui ne rentrent pas dans les conditions de la Convention de Genève, mais qui doivent quand même être protégées, ces personnes-là pourront aussi recevoir une OQTF. On va pouvoir expulser des personnes qui ont été protégées. Et ça, c'est quand même une atteinte aux libertés énorme. Donc voilà, il y a aussi des modifications qui vont se passer au niveau de l'asile et c'est un petit peu en ce moment, ils sont un petit peu en train de le mettre en place. Au final, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur tout ce qui est les droits sociaux? Vous savez, l'APL, l'allocation familiale, le droit voilà, au logement, etc. Alors oui et non. C'est-à-dire que comme la partie sur le fait d'avoir une situation régulière depuis plusieurs mois, etc., n'a pas été votée pour tout ce qui est aide sociale, CAF, sur ces parties-là, non. Okay. Par contre, on va avoir un système de délation systématique de personnes qui ont des OQTF à tous les organismes sociaux. À partir du moment où une personne va être sous le coup d'une OQTF, la préfecture va prévenir la CAF, Pôle emploi et le bailleur. Il va y avoir une délation systématique qui va être faite à tous les organismes sociaux. Sur les métiers en tension, seules les personnes en situation irrégulière sont concernées. C'est-à-dire que ça concerne les personnes qui sont en France depuis au moins 3 ans, qui travaillent avec des fiches de paye et un contrat de travail, et qui veulent se régulariser, qui veulent obtenir leur premier titre de séjour. Et en fait, ces personnes-là pourront déposer un dossier à la préfecture en justifiant de preuves de présence. Ce qu'on appelle une preuve de présence, c'est le nom de la personne, le prénom et la date. Donc ça peut être son passe Navigo, son justificatif de domicile, une ordonnance médicale, etc. Tout ça, il va falloir le prouver pendant 3 ans et 12 fiches de paye. À partir du moment où vous avez tout ça, vous pourrez déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour si vous rentrez dans la catégorie des métiers en tension. Et la catégorie des métiers en tension, donc la liste, en fait, va être donnée par décret par le gouvernement, mais elle n'est pas encore sortie, cette liste. Où peut aller si son pays d'origine ne veut pas l'accepter. Je vais y revenir. Et si son pays d'origine refuse, est-ce que la personne peut être expulsée dans un autre pays? On a une mesure spécifique qui est passée sur les OQTF pour les pays avec des personnes pour lesquelles on ne peut pas retourner dans leur pays. Il y a une mesure qui a été prise dans la loi Asile-Immigration qui permet d'assigner à résidence ces personnes pendant 3 ans. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, on peut les obliger à rester à la maison, à devoir aller pointer au commissariat, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait au bout de 3 ans? On n'a pas de réponse. C'est la seule mesure qui a changé au niveau de la loi sur l'immigration. Pour le reste, malheureusement, la fixation du pays de renvoi dépend de 2 choses. Le pays de nationalité de la personne. Donc logiquement, si la personne est rattachée à un pays, elle sera renvoyée dans ce pays-là, ou potentiellement le pays où la personne a un titre de séjour. Si la personne n'a pas, par exemple, de nationalité, c'est quelqu'un d'apatride et à ce moment-là, il faut faire toutes les démarches pour que la personne soit reconnue comme étant apatride. Pour la carte de séjour talent, oui. Concrètement, au final, qu'est-ce qui a été retenu? Alors, pas de changement, il y a juste une nouvelle carte de séjour passeport talent qui a été créée pour les médecins et les pharmaciens. Donc ça, c'est la nouvelle carte passeport talent qui va permettre du coup d'avoir plus de médecins et de professions assimilées en France. Donc ça aussi c'est un bon point, mais c'est vrai que ça concerne vraiment que des choses assez particulières. Et autre précision pour les titres de séjour travail statut auto-entrepreneur,
il faudra faire la demande d'autorisation de travail maintenant avec un statut. C'est-à-dire que sans cette autorisation de travail qui mentionne le statut auto-entrepreneur de la personne ne pourra pas avoir de statut de titre de séjour, statut auto-entrepreneur. Peut-on refuser le renouvellement d'un titre de séjour? Ça a été le cas d'un proche. Oui, le préfet a la possibilité de refuser de renouveler un titre de séjour. Après, il faut voir quel titre de séjour, dans quelles conditions, et il a toujours des voies de recours qui lui sont ouvertes. Donc, il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à se tourner vers des avocats, sachant que dans le cadre d'un refus de renouvellement de titre de séjour, l'aide juridictionnelle est possible. Donc, si la personne, par exemple, n'a pas les moyens de payer un avocat, sachez qu'il y a des avocats qui acceptent l'aide juridictionnelle, donc qui acceptent d'être payés par l'État, de ne pas prendre d'argent à cette personne-là et de la représenter. Donc après, il faut voir au cas par cas en fonction de quand date le refus de renouvellement et de pourquoi. Mais oui, il faut faire un recours et je vous invite fortement à vous renseigner sur le délai de recours et à prendre un avocat pour le coup. En tout cas, merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Merci, au revoir, à bientôt.